femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Wafa Germani. Wafa Germani, bonjour, merci d'être aujourd'hui présente à Radio Taïwan International. Tu es assistante professeure à l'Université nationale centrale de Taïwan, mais surtout chercheuse au sujet du cinéma taïwanais. Et donc, pour commencer, j'aimerais te demander qu'est-ce qui t'a attiré vers le cinéma, et puis dans un deuxième lieu, le cinéma taïwanais en particulier. Alors le cinéma, je pense que comme tout le monde, j'ai eu un choc cinématographique petite avec E.T. de Spielberg. Et après, je pense que je viens d'une famille où on va régulièrement au cinéma et je me suis mise à particulièrement adorer ça à l'adolescence, vers 12 ans. Et à l'époque, j'avais un peu deux directions. J'aimais beaucoup le cinéma anglais, je ne sais pas pourquoi, et le cinéma asiatique, effectivement, qui était une passion d'enfance. Enfin, en tout cas, la culture chinoise était une passion d'enfance. Et donc, comme j'ai grandi dans les années 90, c'était le grand moment de ce qu'on a appelé les nouvelles vagues asiatiques. Et au cinéma, il y avait des films chinois, taïwanais, coréens et japonais qui sortaient absolument toutes les semaines. Et donc, je me suis juste plongée dedans parce que j'étais complètement addict au cinéma quand j'étais adolescente. Et comment est-ce que ça s'est orienté après vers le cinéma de Taïwan en particulier ? Je pense que pendant pas mal d'années, ça a été un peu une sorte de flou général. J'allais voir un peu tout. Bon, je pouvais distinguer, surtout cinéma coréen, c'était la plus grosse surprise. Cinéma taïwanais, je pense que vraiment le premier film que j'ai vu, ça doit être Vive l'amour de Tsai Ming-liang. Et c'était tellement intriguant que ça m'a intéressée. Et alors, je sais que la représentation de Taipei est horrible à l'intérieur, mais ça m'a tellement donné envie d'aller à Taipei, je ne sais pas pourquoi. Et après, je crois que c'est petit à petit, les films de Ro Xiaoxian sont sortis aussi. Peut-être même que j'ai commencé par Ang Lee avec Salé Sucré. En fait, je pense que le tout premier, c'est vraiment Salé Sucré. Mais je crois que je n'ai pas capté à ce moment-là que c'était Taïwan. C'était encore trop flou. Surtout qu'en France, quand on étudie Taïwan en géographie, on l'étudie comme une puissance économique. Donc moi, l'image de Taïwan que j'avais, c'était des rangées d'ouvriers et d'ouvrières sur leur ligne de travail. Donc pour moi, dans mon imaginaire, Taïwan, c'était une grande usine et des ports. Et je crois que je ne faisais pas le lien entre les films que je voyais et la représentation que j'en avais dans mes livres de géographie. Et puis, je pense que ça s'est affiné vers 17-18 ans, où là, vraiment, j'aimais beaucoup les films de Ro Xiaoxian. Je rêvais de voir A Brighter Summer Day, dont je n'avais vu que des photos et qui était totalement mythique à l'époque, et que j'ai vu que plus tard, à 20 ans. Et ça me plaisait beaucoup. Et surtout, il y avait aussi un effet un peu d'inégalité, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur le cinéma chinois, quand j'étais à la fac de cinéma. Beaucoup de gens qui travaillaient sur le cinéma japonais, évidemment. Le cinéma coréen était en train d'exploser, donc il y avait aussi pas mal de gens qui travaillaient sur le cinéma coréen. Le cinéma taïwanais aussi, mais tout le monde travaillait que sur les mêmes réalisateurs. Et moi, je voulais voir un peu ce qu'il y avait en plus de ça, quoi. En plus de Ro Xiaoxian, Edward Yang et Tsai Ming-liang, qu'est-ce qu'on avait d'autre, parce que le passé cinématographique de Taïwan était un peu toujours balayé d'un revers de main, aussi, que ce soit dans les articles ou dans mes cours. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien la contradiction, j'ai décidé d'aller voir ce qu'il en était vraiment. Et surtout, à ce moment-là, j'avais rencontré beaucoup d'amis taïwanais qui étaient formidables, et donc j'avais encore plus envie d'aller à Taïwan et de découvrir ce qu'on nous avait caché en France sur le cinéma taïwanais. Alors, j'ai une question qui est comment est-ce qu'on pourrait définir le cinéma taïwanais ? C'est quoi le cinéma taïwanais ? Est-ce que c'est celui qui est produit à Taïwan ? Comment est-ce qu'on peut un peu encadrer ça quelque part ? Alors, c'est une très bonne question qui est très difficile et qui était un point important de ma thèse. D'ailleurs, où dans le titre, je ne mets pas taïwanais ou de Taïwan, je mettais juste le cas à Taïwan, parce que justement, on a tout ce problème de traduction en mandarin, c'est Taiwanjie. Donc, c'est le truc chouette du chinois, c'est que c'est tellement flou qu'on peut y mettre ce qu'on veut. En anglais aussi, Taiwan Cinema, ça reste assez flou, mais en français, on est bien embêté parce que
Quand on dit taïwanais, je pense qu'automatiquement, on a ces projections très françaises ou très européennes, c'est-à-dire qu'on voit un territoire, une histoire, enfin une définition très claire de ce que c'est. Par exemple, le cinéma français, je pense qu'on se prend pas la tête pendant des heures pour savoir ce que c'est que le cinéma français. Moi, quand j'ai commencé à réfléchir au cinéma taïwanais, je me suis dit, on va penser plutôt en termes de territoire, effectivement. C'est-à-dire le cinéma qui a été fait à Taïwan, et pas forcément par des gens qui seraient... En plus, c'est très complètement bizarre à dire ethniquement taïwanais, quoi. Ça, étant donné que c'est une île de migration qui a été colonisée. Enfin bon, bref, c'est un peu compliqué. Mais ça permettait aussi de réfléchir aux cas de cinéma coloniaux, ailleurs aussi dans le monde. Et pour moi, le cinéma taïwanais, c'est un cinéma qui a été fait effectivement à Taïwan et qui tente de représenter Taïwan. Que ce soit en bien, en mal, de manière à la façon de la propagande ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt fait par les gens qui ont voulu représenter cette île, même si parfois ça déborde de l'île. C'est-à-dire qu'effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, quand le Kuomintang s'installe, ça devient tout à coup aussi le cinéma de Zhong Huamingo, de la République de Chine. Et donc, sont tournés à Taïwan des films qui se passent en Chine. Mais ils font aussi partie du cinéma taïwanais. Et alors, ils ne représentent pas Taïwan, ils utilisent Taïwan dans une sorte de projection fantasmée d'un ailleurs. Et en fait, la question de l'ailleurs, elle se pose énormément dans le cinéma taïwanais, quoi. Et, que ce soit avec le Kuomintang qui se fantasme un passé chinois, qui se reprojette ou qui projette un idéal chinois avec des films tournés beaucoup à Taïwan, ou que ce soit des films en langue taïwanaise qui tournent les 1000 et une nuits à Taïwan, je sais pas, Yang Minshan ou que sais-je, voilà, ou qui s'imaginent la Malaisie depuis Taïwan, ou des choses comme ça. Donc c'est un cinéma qui se définit par sa multiplicité et par une définition, par définition peu claire. Voilà, je crois que c'est ça, la meilleure manière de le définir, c'est pas le cinéma taïwanais, c'est beaucoup de choses en même temps. Tu viens d'évoquer le fait qu'il y avait des films en langue taïwanaise, donc on sait qu'à Taïwan, il y a une très grande variété de langues aussi. Comment est-ce qu'on étudie un cinéma avec une ou plusieurs langues qu'on ne comprend pas? Est-ce que tu peux te dire un petit peu où tu te situes par rapport au taïwanais, au japonais, au mandarin, aux autres langues de Taïwan? Alors c'est vrai que... Alors une des choses qui m'avait frappée quand j'étais étudiante, c'est que quand les articles ou les ouvrages évoquaient le cinéma taïwanais, l'histoire du cinéma taïwanais, si ils daignaient parler de ce qui se passait avant les années 80, tout ce qui concernait la partie du cinéma en taï, en taïwanais, était vraiment là aussi balayé d'un revers de main en disant c'était du cinéma commercial, c'était des gezaishi, donc de l'opéra, c'est pas intéressant. Et moi, ce qui m'interpellait, c'est que je me dis, bon, alors certains chercheurs étaient anglophones et donc pour la plupart venaient quand même d'études chinoises. Mais en ce qui concerne les Français, en France, on a une sorte de particularité. Les gens qui étudient le chinois et qui s'occupent du cinéma, souvent s'orientent sur le cinéma de Chine. Et sinon, les gens qui traitent du cinéma taïwanais, c'est des gens qui parlent rarement le mandarin. Et donc je me suis dit, bon, c'est aussi des gens qui n'ont pas vu ces films et qui ne comprennent pas ces films. Bon, je ne comprends pas le taïwanais non plus, il faut bien le dire, même si je l'ai appris un petit peu. Mais je me suis dit, ce n'est pas une raison suffisante, mon ignorance n'est pas une raison suffisante pour ignorer et balayer d'un revers, enfin pour effacer une cinématographie, un pan d'une cinématographie. C'est pas juste, quoi. C'est trop facile de dire, je connais pas, je comprends pas, donc ça n'existe pas. Et donc la première fois que je suis venue à Taïwan en échange, la première chose que j'ai faite, c'est me précipiter aux archives du cinéma, de reprendre leur catalogue. Oui, parce qu'en plus, c'était à l'époque, ils n'avaient qu'un ordinateur qu'on pouvait taper qu'en popomofeu, donc autant vous dire que je n'y arrivais pas. Et j'ai pris le catalogue papier et j'ai tout regardé, effectivement, de l'époque coloniale japonaise en passant par le cinéma en taï, etc. Alors, c'est vrai que le japonais, je l'ai appris qu'un tout petit peu. Les films de l'époque coloniale japonaise, surtout quand je suis arrivée, il y en avait très très peu qui avaient été conservés. Après, il y a eu ces documentaires qui ont été restaurés par le musée d'histoire de Tainan, qui ont été restaurés, qui ont été sous-titrés. À l'époque, il n'y avait que des films muets avec des intertitres. Donc là, quand j'ai commencé à travailler sur ma thèse, alors soit je lisais les kanjis, et bon, j'arrivais à déchiffrer les hiragana, et j'ai demandé à mes amis japonais de m'aider à traduire. Et pour le taïwanais, ça dépendait, parce que soit certains films étaient sous-titrés en mandarin, Byzance, ça allait, pas de problème.
quasiment pas de problème. Enfin, sous-titré en mandarin, oui, sous-titré en caractère, quoi. Donc ça allait. Certains ne l'étaient pas. Alors c'est vrai que, du coup, mon analyse des films s'est plutôt focalisée sur l'histoire qui restait compréhensible, mais effectivement, travailler sur le langage, ça, j'ai pu le faire, et sur vraiment le contenu des dialogues, je n'ai pu le faire que beaucoup, beaucoup plus tard, quand les films ont vraiment été commencés à être sous-titrés, et quand j'ai organisé une rétrospective, enfin des rétrospectives en France, et que dans ce cas-là, il fallait vraiment traduire en français. Donc je me suis où j'ai aidé à corriger des sous-titres et donc à me plonger dedans. Et c'est là que je me suis aperçue surtout des doubles sens, des références. Enfin, et que j'ai compris encore plus l'humour. Je pouvais voir qu'il y avait de l'humour, puisque souvent c'était des comédies, mais c'est vraiment à ce moment-là que je l'ai senti, les allusions sexuelles à tous les étages. Enfin, c'était très très drôle, là, de m'y consacrer à ce moment-là. C'était Wafa Germani dans l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, présentée par Florian Dai, et nous écouterons la suite de cet entretien la semaine prochaine. Merci de votre écoute et à bientôt.